À 7h17, nous accueillons les experts d'Europe 1. Thomas Soto. Les experts de l'éco et de la politique, autrement dit Axel de Tarlet et Antonin André. Bonjour à tous les deux. Bonjour Thomas. Les petits patrons ne veulent pas entendre parler du prélèvement à la source. C'est ce que montre Axel de Tarlet, une enquête réalisée par la CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Elle représente quand même 1,5 million de petites et moyennes entreprises, la CGPME. Voilà, puisque théoriquement, le 1er janvier 2018, nous n'aurons plus à payer l'impôt sur le revenu. Il sera prélevé directement sur notre fiche de paye par notre employeur. Et donc notre salaire, en bas de la fiche de paye, sera net de tout impôt. Donc c'est pratique pour les salariés, mais pas pour les patrons qui n'ont aucune envie de jouer les percepteurs pour les comptes du Trésor public. Il y a effectivement cette étude qui a été réalisée par KPMG, donc pour le compte de la CGPME, qui a interrogé des chefs d'entreprise de 10 à 500 personnes. Alors, reproche numéro 1, ça va être compliqué. 89% des patrons redoutent la complexité administrative du processus. Ils disent, les grands groupes, eux, ils y arriveront. Mais dans les petites entreprises, ça va être le bazar. Et il faut remarquer, vous savez, le gouvernement nous parle de choc de simplification et tous les jours, il nous rajoute des nouvelles contraintes, de nouvelles difficultés. Deuxième reproche, la complication. Deuxième reproche, le temps que cela va prendre et le coût de la procédure, parce qu'il va falloir changer le logiciel de paye. Alors pragmatique, les petits patrons disent OK, mais ils exigent d'être dédommagés. Après tout, c'est pas aux petites entreprises de payer pour tous les surcoûts de la réforme. Il suffira d'augmenter les impôts pour les PME, pour changer le logiciel. Enfin, troisième reproche, et c'est ça le plus important, les petits patrons dans les petites boîtes disent que cela va détériorer les relations avec leurs salariés. Parce que forcément, il va y avoir des cas complexes, forcément, il va y avoir des problèmes d'impôts, sauf qu'en cas de problème, le salarié va se retourner vers son patron en disant « Je comprends pas, patron, vous m'avez prélevé beaucoup trop d'impôts, vous ne tenez pas compte de telle ou telle déduction. » Bref, vous voyez, c'est une difficulté de plus pour le gouvernement. Il va falloir parler augmentation ou pas et impôt avec son patron. En même ça temps, va être compliqué. Voilà. Donc, c'est une difficulté de plus pour le gouvernement qui va devoir faire preuve de beaucoup de pédagogie parce que le patronat est contre. Les syndicats de Bercy, la CGT Finance, est archi contre en disant que ça va créer des bugs dans tous les sens et que cela ne simplifiera absolument pas la vie des contribuables. On va voir maintenant si cette mesure ira bien à son terme, mais c'est pas si sûr. Mais ça existe en Allemagne notamment, non? Ça se passe existe plutôt dans bien. Beaucoup de pays, mais en France, l'impôt est familialisé, il est conjugalisé. En gros, l'impôt, c'est toute votre vie qui se retrouve chez votre employeur. Qui saura tout, et même ce qu'on n'a pas forcément envie de ça va être caché, ça va être compliqué. Voilà. On va parler d'un autre problème, celui du parti Europe Écologie Les Verts. C'est la mort lente d'un parti politique, Antonin André, le parti de Cécile Duflot. Vous vous êtes procuré les chiffres des adhésions et ils sont à un niveau historiquement bas. Oui, 6 000 adhérents, 6 000, et on peut parler vraiment d'hécatombe, d'hémorragie, d'effondrement. Il faut se rendre compte qu'il y a 2 ans et demi, dernier congrès des Verts, ils étaient 12 000 militants encartés. En 2010, l'âge d'or du parti emmené à l'époque par un certain Danny Cohn-Bendit, qu'on connaît bien ici, voilà. Europe Écologie comptait 16 000 militants. Aujourd'hui, ils sont 3 fois moins nombreux. On est au fond du trou, résume un cadre du parti. Et il n'y a pas que les adhérents qui fuient, les élus aussi désertent. On l'a vu à l'Assemblée nationale. Le groupe écologiste compte 17 députés, mais ils ne sont plus que 8 à avoir la carte du parti. Les autres ont claqué la porte. Et au Sénat, sur un groupe de 10, ils ne sont plus que 6 à être encartés. Et toutes ces défections sont des subventions publiques en moins pour un parti qui est endetté à hauteur de 5 millions d'euros. Donc 6 000 adhérents, 5 millions d'euros de dette. Antonin, est-ce qu'on est proche de la fin? Est-ce que c'est la mort des Verts qui arrive? On dit souvent qu'un parti ne meurt jamais, mais on a bien l'impression d'être face à une lente agonie, ou plutôt un lent suicide, parce que les Verts payent leur stratégie de rupture avec la majorité, le PS et François Hollande. On l'a vu au départemental, on l'a vu au régional, ils sont partis seuls dans bien des coins de France et ils ont perdu des cohortes d'élus. Aux prochaines législatives, c'est simple, s'il n'y a pas d'accord avec le PS, le risque c'est 0 député écologiste. Et en septembre 2017, tous les sénateurs écologistes seront renouvelés. Là encore, ça veut dire la disparition assurée des sénateurs écolos s'il n'y a pas d'accord avec le PS. D'ici 1 an et demi, il peut n'y avoir plus aucun député, plus aucun sénateur Europe Écologie Les Verts. Exactement, et c'est plus que probable. Il y a une illustration, vraiment, je vais vous donner un exemple. Fin mai, il y a une législative partielle dans les Alpes-Maritimes. Le PS localement dit aux Verts: on ne présente pas de candidat, on soutient votre candidat écologiste. Ok, disent les Verts localement, on est d'accord, sauf qu'à Paris, on bloque, on barre, c'est niette, pas de compromis, parce qu'on ne veut ni soutien du PS, ni être soutenu par le PS. D'un mot, Cécile Duflot, dans ce contexte, elle va quand même aller à la présidentielle? Alors hier soir, elle me confirmait encore son ambition, elle est candidate, sauf qu'elle pourrait très bien ne pas être investie, parce que Cécile Duflot, elle a été ministre de François Hollande pendant 2 ans, on vient de parler d'absence de surtout pas de compromis. Et pour les 6 000 jusqu'au boutiste, avoir été 2 ans ministre de François Hollande, ça vous
coupe toute légitimité pour représenter les écologistes à la présidentielle. Et je vous parle même pas des 500 signatures qu'il faudra aller récolter chez les élus. Vu le niveau de peau de chagrin des troupes écologistes, on peut dire que ça sent le sapin chez les écolos. Ça sent le sapin chez les écolos, nous dit Antonin André. Tout de suite, on retrouve Franck Ferrand, l'histoire. Alors, mon cher Franck Ferrand, bonjour. Aujourd'hui, dans l'histoire, dites-nous à quel 4 mai vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin. Le 4 mai 1555, jour de la publication des prophéties de Nostradamus, Michel de Nostradame. Enfin, c'est mieux de dire Nostradamus, ça fait plus de mystère. Les centuries consistent en quatrains qui sont censés prédire l'avenir jusqu'en 3797. Alors, c'est qui l'année prochaine, 2017 alors? Ça, on pourrait peut-être lui demander. Bon. Le problème, c'est que les vers sont très ambigus chez Nostradamus. Vous savez, alors on peut interpréter un peu comme on veut. C'est sûr. Bon, vous avez un exemple? Oui, le plus célèbre des quatrains, c'est celui-ci. Le lion jeune, le vieux surmontera, en chambellique par singulier duel, en cage d'or les yeux lui crèvera, 2 classes une, puis mourir mort cruel. Oui, là, c'est complètement limpide. Bon, ça veut dire quoi ce charabia? Eh bien, c'est l'annonce de la mort du roi de France Henri II qui n'est intervenue qu'en 1559, c'est-à-dire 4 ans après la publication quand même. C'est vrai que le roi a été tué accidentellement en tournoi par un jeune chevalier lors d'une confrontation. Sa lance a transpercé le casque doré du roi et puis son œil, donc en cage d'or, les yeux lui crèvera. Ouais, bon, ça colle, c'est vrai. Mais bon, c'était qui ce Nostradamus, ce Michel de Nostradame? C'était un apothicaire, un pharmacien, si vous voulez, et un médecin natif de Saint-Rémy de Provence. On lui connaissait beaucoup de sagesse. Alors, au tout début de l'imprimerie, il a quand même publié des almanachs, mais aussi un livre de recettes de confiture aux vertus curatives. Aujourd'hui, évidemment, c'est pour ses oracles qu'on le connaît. C'était aussi le cas à l'époque. La reine Catherine de Médicis l'avait fait venir à sa cour. 450 ans plus tard, on peut dire que Nostradamus fascine toujours. Alors on essaie de trouver des concordances entre les prophéties et toutes sortes d'événements. Il faut reconnaître que certaines correspondances sont troublantes. Certains vont jusqu'à prétendre que Nostradamus aurait prédit l'assassinat de Kennedy ou les attentats du 11 septembre. Disons que ça, c'est une autre histoire. Oui, et puis pour les prophéties politiques, moi je préfère les informations d'Antonin André. Je pense que c'est plus fiable que Nostradamus. L'histoire, on la retrouve tout à l'heure à 14h pour nous parler de quoi, Franck? Je vous raconterai l'histoire de la seule femme qui ait jamais été sultane en titre au Caire. Rendez-vous donc au cœur de l'histoire à 14h avec Franck Ferrand. À demain les experts. À demain.